Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, qui est paru chez Michel Lafon. Il va falloir faire un tome 2 là, hein, parce qu'il y a, ça bouge un peu. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour à vous. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger, face à Éric Tegner, et également sur votre chaîne Les Indécis qu'on peut retrouver sur YouTube. Et Brice Sokol, politologue, bonjour, essayiste, co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Je pense que vous aussi vous pourriez faire un tome 2 avec un axe un petit peu différent. Tout franchi, c'est en cours. Ah, formidable. Pour une publication au mois de novembre. Mais j'y pensais par rapport à la politique, par rapport à ce qu'on est en train de vivre et par rapport à ce que disait Gérard Collomb, vivre face à face et vivre côte à côte. Là, on est vraiment dans le face à face et on a l'impression qu'on ne parle pas tous la même langue. On va revenir évidemment sur le meurtre dans le Gard, dans une mosquée, une attaque qui fait beaucoup réagir, et la récupération politique, pour tout vous dire, moi me dégoûte profondément. Je pense qu'on va pouvoir en reparler. Grève des médecins contre l'installation régulée, et puis François Bayrou qui remet en selle la proportionnelle. Bref, pas mal de sujets avec vous. Commençons avec vous, vos coups de cœur, vos coups de gueule, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est un coup de gueule, sportif et sociétal. Tous les week-ends, on assiste sur ce qui est le premier sport dans ce pays, le sport le plus populaire par nature, le foot, à des incidents, des exactions, des rixes. Il y a un mois, dans ma commune de Mennecy, c'était pas des jeunes, des délinquants de la commune qui agressaient une équipe adverse. Dimanche, c'était sur des U14. Dimanche, à Dourdan, une équipe de Mennecy a été attaquée par des soi-disant spectateurs, c'était des U18, et samedi soir on a eu un spectacle absolument lamentable en Mondiovision. Il y avait la finale de la Coupe du Roi, l'un des plus gros matchs de la Ligue espagnole, Real-Barça, et avec une palanquée de millionnaires du foot qui se sont comportés comme les pires des délinquants. Dans les prolongations, alors ça fait 10 jours qu'on assiste à un spectacle absolument dingue avec le Real qui conteste l'arbitrage, qui montre tout ce qui d'ailleurs n'est pas à faire. C'est la contestation de la règle, la contestation du respect, la contestation de la norme. Et en fin de match, 3 joueurs qui étaient sur le banc de touche ont été exclus, parce que ces 3 joueurs, monsieur Rudiger, 15 millions de salaire par an, monsieur Bellingham, 20 millions d'euros de salaire par an, monsieur Lucas Vasquez, alors lui c'est un petit joueur, 9 300 000 euros de salaire par an, monsieur Vinicius, qui lui n'a pas été exclu, mais qui était avec les autres 30 millions d'euros de salaire par an, insulté l'arbitre, jeté des sacs de glace, des poches de glace sur l'arbitre, était obligé d'être maintenu par les services de sécurité qui étaient là pour ne pas rentrer sur le terrain et ne pas agresser l'arbitre. Et on se rend compte qu'on a aujourd'hui des gens qui sont censés être des exemples, qui sont uniquement des petits voyous, qui sont payés des millions d'euros pour donner un exemple absolument effroyable, où quand derrière on a des éducateurs qui sur des terrains vont essayer d'expliquer à des gosses de 6-7 ans que quand ils font un wesh ou une insulte parce qu'ils ratent un contrôle, ils sortent du terrain, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Et je pense on parle beaucoup du devoir d'exemplarité dans les médias, dans la politique, dans la sphère publique. Et le devoir d'exemplarité devrait aussi exister dans le sport. Plus que jamais, non, Alex, c'est un sujet qui vous parle évidemment. Non, mais je m'inscris complètement à ce que vous venez de dire. C'est lamentable, d'autant plus sportivement. Franchement, quand vous regardez le match, en plus, il n'y a aucune décision qui justifie le fait, même qu'il ne soit pas d'accord avec l'arbitre. Même qu'il ne soit pas d'accord avec l'arbitre, en plus. Donc, de toute façon, c'était annoncé avant le match qu'ils allaient protester, qu'ils ne voulaient pas jouer ce match-là, qu'ils demandaient à changer d'arbitre. Et de nature, quand une équipe de football, une équipe de sport demande à changer d'arbitre, le match devrait être annulé. Parce que ça voudrait dire que, en fait, il ne croit plus au sport, il ne croit plus en la neutralité du sport. Et c'était prévisible. Et ça veut juste dire aussi autre chose, plus sportivement. Et ça, c'est embêtant pour le Real de Madrid. Ça veut dire que le Real de Madrid n'accepte pas de perdre. Donc, il n'a rien compris au sport. Aussi. Voilà. Non, moi, j'ai pas du tout de culture footballistique, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que tous les lieux qui étaient des lieux de socialisation des jeunes,
qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse du sport, en tout cas du football. C'est quand même pas. Je pense pas que ça soit comme ça dans tous les sports, en l'occurrence. Particulier au foot, mais on le retrouve dans d'autres sports quand même. Ce sont des lieux où finalement aujourd'hui où l'incivilité et la violence ont fait irruption. C'est une réalité que l'on peut documenter quasiment au quotidien, et c'est en effet particulièrement préoccupant et inquiétant. Bon, on va continuer notre tour de table avec vous, Alex. Coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Laissez-nous travailler le 1er mai. En fait, je parle au nom des boulangers sujet, notamment et des fleuristes qui d'abord, eux, ouvrent le dimanche, donc ils ont l'habitude de travailler les jours où ce n'est pas autorisé, entre guillemets, culturellement. Mais là, franchement, ça devient un sketch, en fait. Le fait d'interdire les fleuristes d'ouvrir le 1er mai, on marche sur la tête en vérité dans ce pays à un moment donné. Et là, il y a des centristes, donc des sénateurs centristes qui ont déposé une proposition de loi pour pouvoir faire en sorte que ce jour du 1er mai soit autorisé à travailler pour les fleuristes et pour les boulangers, mais ça veut dire que là, cette année, parce que c'est une proposition de loi sur long terme, ça ne sera pas cette année, ça c'est sûr. Ça sera pas cette année, et donc cette année, ils vont devoir fermer, ou en tout cas, s'ils ouvrent, faire face à des contrôles inopinés, ce qui s'était passé l'année dernière. Et moi, je vais vous dire, en fait, ce qui me fatigue, c'est quand on voit sur des plateaux de télévision des syndicalistes venir nous raconter que les patrons ont le droit de travailler le jour du 1er mai s'ils le veulent, mais que des gens qui pourraient gagner 2 fois plus que ce qu'ils gagnent habituellement ne peuvent pas le faire parce que ce jour a été acquis dans la douleur et les larmes. Franchement, c'est manquer de respect à des gens quand on nous dit que tous les jours le problème, tous les jours en France on dit le problème c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, vous avez des gens qui veulent aller travailler le 1er mai, des chefs d'entreprise qui veulent faire travailler leurs salariés le 1er mai et qui peuvent pas parce que culturellement c'est pas dans notre ADN, c'est n'importe quoi. Et puis la société évolue et hier j'entendais Sophie Binet qui disait pas question de travailler le 1er mai, il y a 364 autres jours pour ouvrir. Ça pose évidemment ce que vous dites justement, c'est le rapport au travail de nos sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la valeur travail et le rapport au travail doit revenir une réalité dans nos sociétés, et les hommes politiques comme les syndicalistes doivent prendre conscience que voilà, le travail c'est à la fois c'est du bon sens, c'est de la valeur et c'est de la qualité de vie, voilà, et tout simplement. Et puis quand on parle des boulangers par exemple ou des fleuristes, ce sont des artisans. Je pense qu'on a besoin de nos artisans, il faut les valoriser, il faut les aider. Et on n'a pas cette culture-là encore dans ce pays. Il y a quand même une vision d'une certaine gauche ou de certains syndicalistes qui a une vision totalement paléolithique, où on a l'impression que le travail est quelque chose qui aliène et non plus que le travail émancipe. Pour toute une partie de la gauche, pendant des années, le travail était un vecteur d'émancipation. Aujourd'hui, c'est vécu comme quelque chose de sale, de mal, quelque chose qui aliène. Bah, c'est pas le cas. Et moi, je suis très fier que Hervé Marseille, l'UDI, l'Union centriste au Sénat, ait posé cette proposition de loi. Effectivement, ça mettra 1 an pour passer pour le 1er mai prochain si on est suivi. J'espère qu'on le sera, mais au moins qu'on permette aux gens qui veulent travailler de pouvoir le faire, que des gens qui veulent pouvoir gagner leur vie pour faire grandir leur famille dignement puissent le faire. Est-ce qu'on peut pas lever les contrôles ce jour-là, cette année, un peu, le gouvernement pourrait le faire. Là, c'est du domaine de la circulaire ministérielle. Oui, le gouvernement peut très bien le faire en la matière, mais c'est vrai que sur le rapport au travail, d'abord, il a changé considérablement. Alors évidemment, je vois quelle est finalement la position des syndicats. Je ne sais pas que je la comprends, mais ils disent finalement c'est les salariés, parce que bon, vous pouvez être boulanger, vous avez votre boulangerie, vous pouvez ouvrir le 1er mai, c'est pas le problème. Mais de toute façon, il est clair que la proposition de loi qui est défendue par Hervé Marseille, je crois, dit il faut de toute façon que le salarié soit consentant. C'est pas une obligation qui s'impose au salarié. Si le salarié est consentant, j'allais dire c'est quasiment un accord contractuel entre le patron et le salarié. Donc je ne vois pas, où est le problème. Après, dans quelle mesure on est consentant ou pas pour bosser et ce que disait Philippe Martinez ce matin chez nos confrères d'RTL, c'est que les salariés veulent aller travailler aussi parce que leur salaire n'est pas assez élevé. Et que si les salaires étaient plus élevés, on n'aurait pas ce genre de débat. Enfin, le salaire est particulièrement chargé en France aussi. Il faut quand même pas mais oublier. Sur le rapport au travail, je vous raconte une anecdote. Une amie chef d'entreprise embauche, toute petite entreprise, embauche une personne qui commençait lundi dernier et qui lui annonce dans la journée qu'elle va faire tous les ponts. C'est-à-dire une jeune femme de 23 ans qui dit à sa patronne « Je vous préviens, je vais prendre les ponts ».
Donc, la période d'essai va pas durer très longtemps, je peux vous le dire, parce que des états d'esprit comme ça, c'est pas très. Voilà, c'est ce rapport. Le rapport au travail a changé. Mais le rapport au travail entre les jeunes générations. Vous êtes chef d'entreprise, vous le voyez aussi. Oui, je peux vous le dire. Non, mais entre les jeunes générations et notre génération, la mienne ou la vôtre, il a complètement changé. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, il faut le dire, c'est pas un gros mot que de le dire, il y a aussi le Covid qui est passé par là. Et je veux dire, si, oui. ça, je vous promets, ça a laissé des traces. Dans certaines professions, la restauration. Non, mais même dans nos professions à nous de bureau, je veux dire, télétravail, c'est devenu normal aujourd'hui. Oui, c'est ça. Intellectuellement, c'est devenu normal de pouvoir faire 2-3 jours de télétravail sur certaines semaines. Ouais. Sur le rapport au travail, dans la symbolique du rapport au travail, il y a trois événements qui ont marqué l'inconscient des Français, l'inconscient collectif des Français. Ça a été, premièrement, la retraite à 60 ans. Ouais. Deuxièmement, les 35 heures. Et troisièmement, comme vous le dites justement, la Covid. Voilà. Et ces trois éléments-là, dans l'inconscient collectif des Français, ont changé notre rapport au travail. Oui, non, mais c'est une évidence et ça, on voit les débats qu'il y a aujourd'hui autour de cela. Non, vous le constatez aussi, vous. Oui, mais partout, et avec énormément d'entreprises qui ont du mal à recruter, y compris des collectivités. Partout en France. Et c'est véritablement. Enfin, il y a quelques années, il y a un président qui s'était fait élire avec un slogan qui était travailler plus pour gagner plus. Et on est dans une société. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins. Le Covid a été une sorte de détonateur pour beaucoup de gens parce que ça a créé une peur, ça a créé un chamboulement psychologique, ça a créé une façon de voir le monde de manière assez différente, où aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, c'est dur de recruter, on a du mal à recruter, on a du mal à fidéliser des salariés, il y a un vrai problème de culture d'entreprise. Alors on peut dire effectivement, peut-être que les salaires ne sont pas suffisamment élevés, mais enfin quand on voit le niveau de charge qui est imposé sur les salaires, il faut aussi pouvoir arriver à les sortir. Mais on a, je pense, dans ce pays, besoin de redonner l'envie de travailler aux gens. Alors on a besoin de recréer un cercle vertueux. Oui. Et dans les différentes études que l'on mène, le rapport à travail pourrait être un des vrais sujets de la prochaine campagne des élections présidentielles. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut politiquement est-ce qu'on ne sommes-nous pas arrivés au bout de l'État-providence? C'est 30 glorieuses, c'est terminé. C'est le modèle social. Notre rapport au travail, c'est le modèle social. Et à mon avis, ce sera un des grands enjeux de la prochaine élection présidentielle. On se retrouve dans un instant après les infos. On va parler avec vous, Arnaud Benedetti de Boualem Samsal, qui est toujours emprisonné, on le rappelle. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec vous et avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, qui est paru chez Michel Lafon. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube, chaîne de débat Les Indécis, et tous les vendredis, La vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner, et bientôt sur Paris Première une émission que vous produisez avec Éric Dupond-Moretti, qui va débattre avec 4 personnalités qu'il va découvrir en direct. Sandrine Rousseau, Robert Ménard, Aymeric Caron et Sarah Knafo. Il va les découvrir en direct, il connaît les thématiques. En direct, vous l'avez enregistré, mais il les découvre dans les conditions du direct. Voilà. Et ça s'appelle Seul contre tous. On a hâte de voir ça. Ce sera vous avez lundi 19 mai. 19 mai. Et Brice Sokol, politologue, essayiste, et vous avez publié avec Frédéric Dabi Parlons-nous tous la même langue, qui est paru aux éditions de l'Aube. On va revenir sur le meurtre terrible dans une mosquée du Gard. Est-ce une attaque qui avait des caractères anti-musulmans? On va parler de la grève des médecins. Bref, beaucoup de sujets encore ce matin. Brice Sokol, vous, c'est un coup de gueule. Oui, moi je voudrais revenir à ce qui s'est passé à Allot, ce qui se passe à Allot en ce moment, qui est une commune de la région PACA, où le préfet impose à une ville de 21 000 habitants, un gros village, de manière un peu drastique, du logement social. C'est vrai qu'il faut atteindre aujourd'hui, c'est 25%. 25% de logement social. La commune, je crois, est à 8%. C'est une commune de Provence. Moi, ce qui me gêne, c'est pas le fait qu'il y ait ou pas du logement social. C'est vraiment deux logiques qui différentes. C'est la logique à la fois comptable et administrative de l'État et de la préfecture. J'allais dire la logique de proximité du maire et de la collectivité. On peut pas, l'État ne peut pas de manière comme ça soudaine
violentes, sans connaître forcément le territoire. Les préfets passent, mais les maires restent imposés sur tel terrain X dizaines de logements sociaux. Les maires ne comprennent plus. C'est pas que les maires ne veulent pas du logement social. La loi, de toute façon, l'impose. Mais en tout cas, il faut un dialogue entre l'État et les collectivités locales pour savoir où on pose du logement social, dans quelles conditions et à quel endroit. On parle beaucoup aujourd'hui, il faut rénover des centres-villes, il faut rénover des bâtiments qui sont abîmés. Transformer des bureaux en logements. Vous connaissez bien le sujet, on va pouvoir en parler avec vous. Imposer une barre d'immeubles comme ça, c'est complètement antinomique avec la vision qu'on peut avoir de son territoire. Donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule du matin. Et pour revenir au logement social, aujourd'hui, le logement social, c'est à peu près 4,8 millions de personnes qui vivent dans le logement qui sont dans le logement social, et ça 4,8 millions de logements, excusez-moi, et c'est 11 millions de personnes aujourd'hui. Il y a un vrai sujet sur le logement social. C'est premièrement le manque de ciblage. Voilà. Qui a droit au logement social, et ce ne sont pas forcément et toujours les gens qui en ont le plus besoin qui sont dans le logement social. Deuxièmement, il n'y a pas de turnover dans le logement social aujourd'hui. Il n'y a aucun turnover. Et ça, on n'en parle pas. Il faut trouver des solutions. Et troisièmement, peut-être... Problème de mixité aussi. De mixité. Et troisièmement, peut-être permettre aussi aux locataires de pouvoir... Alors, il y a des dispositifs, mais qui ne sont pas suffisants, de pouvoir acquérir leur logement. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on ait une vraie réflexion autour de cette thématique du logement social et du lien également entre l'État, les préfets et les collectivités locales et les maires. Mais c'est, j'imagine que c'est quand on dit une usine à gaz entre guillemets. Je parle de un spécialiste. Oui. Je vous ai aperçu, je vous ai Jean-Philippe Dubois-Clément justement à propos de ces bureaux qu'on veut transformer en logements. Il n'y a pas que du logement social, mais c'est une vraie question, le logement social pour vous, maire. Après, je ne viendrai pas sur la question de la commune en particulier, parce que je ne connais pas le dossier, donc voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que d'une manière générale, on a un manque cruel, notamment par rapport à la SRU, c'est-à-dire cette loi qui impose 25% de logements sociaux dans les communes dépassant une certaine taille. C'est une loi de mixité sociale qui a pour but d'éviter la concentration de pauvreté dans certains quartiers et de dire que chaque commune prend une part de mixité sociale et permet aussi à ses enfants ou à ses personnes âgées de se loger. Le problème, c'est que l'État, très souvent, fonctionne de manière très verticale, en imposant et ne travaille pas avec les communes, ou travaille trop peu avec les communes. Moi, je me bagarre, par exemple, pour que les attributions de logements sociaux passent par le local, passent par les communes. Aujourd'hui, quand du logement social est créé dans une commune, c'est moins de 20%, dans le meilleur des cas, des logements qui passent par la commune. C'est-à-dire que vous avez, dans le cadre de la commune indiquée par Brice Sokol, une barre d'immeubles qui est construite, 80%, voire plus des gens qui y habiteront, seront des gens qui viendront d'autres communes, qui n'auront pas de lien avec la commune, et ça, c'est insupportable, incompréhensible. Donc, si on veut aussi qu'il y ait une acceptation des maires, mais les maires ne sont que les représentants des habitants, il faut aussi que quand il y ait du logement social qui sera dans une commune, ça puisse bénéficier aux habitants de la commune. Mais d'une manière générale, on a créé un monstre sur le logement. Il faut quand même mesurer que budgétairement, une commune aujourd'hui a plus intérêt, on parlait de transformation de bureaux, une commune a plus intérêt, un maire a plus intérêt budgétairement à garder des immeubles de bureaux vides plutôt qu'à les transformer en logements et a fortiori en logements sociaux. Parce qu'un immeuble de bureau vide, il rapporte de la taxe foncière, il rapporte de la taxe bureau, il n'y a pas d'habitants qui consomment du service. Le jour où vous le transformez en logement, si c'est du logement social, vous avez des exonérations, il n'y a pas de taxe foncière, la taxe d'habitation, il n'y en a plus, et les habitants, ils consomment des crèches, ils consomment des cantines, ils consomment des garderies, des services sportifs et culturels. Donc on a vraiment, je pense, besoin de remettre les communes au centre du jeu, de recréer un dialogue. Il faut que l'État cherche à arrêter de vouloir constamment imposer depuis en haut des choses qui ne fonctionnent pas, qui créent des blocages, qui créent des réactions et qui, au fond, depuis 30 ans, ne font qu'une chose, c'est faire monter les extrêmes. Oui. Réaction, mais c'est vrai que quand on regarde, quand on est un petit peu au cœur de ces problématiques, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout dans l'attribution des logements sociaux, dans le maintien dans les lieux de certaines personnes, en l'occurrence. Parce qu'on a une vision qui reste totalement jacobine de la part notamment de la part de la haute fonction publique, il faut le dire, parce que, in fine, je veux dire, les élus sont très souvent, malgré tout,
dans un dialogue avec la haute fonction publique et avec les préfets principalement. Et c'est là que le bas blesse. Et ce qui est surprenant, c'est que quand même il y a des ministres qui sont élus, qui connaissent très souvent, je veux dire, le travail d'un élu local, un peu moins d'ailleurs aujourd'hui, et qui un peu moins, c'est d'ailleurs un des problèmes, vraisemblablement, pas le seul, mais un des problèmes, mais qui quand même connaissent les difficultés que les élus locaux rencontrent dans l'application de lois qui ont été quand même, il faut le dire, construites avec un logiciel très spécifiques à l'époque et qui ne sont pas du tout adaptés, comme vous l'avez très justement dit, à la réalité du terrain, aux problèmes que rencontrent les élus dans l'exercice de leur mandat et qui doivent en plus gérer très souvent l'arrivée de nouvelles populations. Donc il y a des problèmes de socialisation, d'acculturation de ces nouvelles populations au tissu local. C'est pas son problème. Vous savez, quand on parle des ministres qui sont des élus locaux et qui connaissent le sujet ou pas, la durée de vie d'un ministre sous la Ve République, c'est 18 mois. Ouais. Si on prend la question des ministres du logement, il y en a eu 4 en l'espace de 2 ans. Oui, et l'administration 4 en l'espace de 2 ans. Par contre, l'administration reste et le poids de Bercy et de l'administration de Bercy reste. Alors aujourd'hui, on a une ministre du logement, pour le coup, Valérie Létard, qui connaît son sujet, qui pousse des lignes, qui a une capacité à bouger, je pense, un peu les choses, mais le poids d'un ministre aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur quelqu'un qui connaît son sujet, qui a des convictions extrêmement fortes et un poids extrêmement fort par rapport à l'administration centrale, par rapport au poids de Bercy, il n'existe pas. Et ce qui est vrai sur le logement, on pourra parler sur les transports. Les transports, qui est un ministère majeur, 3 ministres en l'espace de moins de 2 ans. Comment est-ce que vous voulez pouvoir avoir une politique qui soit portée, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs? Combien de ministres de l'Éducation nationale aussi? Il y en a eu un seul sur le premier quinquennat, pour le coup, sur le ministre de l'Éducation nationale. Là, c'est dernièrement avec l'instabilité politique. Il y a une petite accélération. Une très grosse accélération. Sur les logements sociaux, il y a aussi quelque chose, vous l'avez un peu dit, Monsieur Dugouin-Clément, c'est les finances aussi quand même. Parce qu'on retire des moyens aux communes, aux villes, et on leur demande de construire plus derrière, et de devoir respecter un certain quota. Ça coûte très très cher de devoir construire pour les villes, et là on est en train de comprendre que la taxe d'habitation qui avait disparu, elle va revenir. Dans quelques semaines, elle va revenir, parce que c'était la seule bonne idée. Alors, je sais pas si elle a été réaliste d'Emmanuel Macron, du président de la République. Je pense pas qu'elle soit réaliste quand on a un élu local, en réalité, mais c'était une bonne idée. Parce que c'était vraiment, pour le coup, du gain de pouvoir d'achat direct dans la poche des habitants. Mais ça a été mal fait, et trop vite fait, surtout, sur certaines communes, en tout cas. Et donc, en fait, c'est toujours la même chose. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et malheureusement, j'ai l'impression que de plus en plus, on fait juste des effets d'annonce. On met à exécution ces effets d'annonce, mais qu'on les a pas anticipés. Oui, Brice. Non, parfait. Moi, sur la taxe d'habitation, moi, je trouve que, politiquement, elle a rien rapporté à Emmanuel Macron. Non. 2, elle a coupé le cordon ombilical entre le citoyen et l'élu local. Voilà. Et troisièmement, elle a souvent été compensée financièrement par la taxe foncière. Donc finalement, le gain pour le citoyen. C'est vrai, vous avez raison. Je dis que ça a été je me permets, mais n'est pas énorme, quoi. On se retrouve dans un petit instant. On va parler de Boualem Sansal. Vous allez nous donner des nouvelles s'il y en a. Dans un instant avec vous, Arnaud Benedetti. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité, mais l'actualité, c'est évidemment la détention de Boualem Sansal. Il est toujours emprisonné. Quelle nouvelle? On n'en parle plus. C'est vraiment des montagnes russes. Alors, nous, on l'a rencontré pour le 5e mois de sa détention, il y a maintenant une semaine, le Premier ministre, François Bayrou. Puis vous avez vu qu'il y a eu une tribune des filles de Boualem Sansal qui en ont appelé au président de la République, Emmanuel Macron, dans le Figaro. Non, on se retrouve, si vous voulez, dans une situation qui est une impasse et un point mort. On avait espéré, même si nous on était extrêmement prudents parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes retours d'informations que le récit officiel, mais on espérait quand même peut-être une grâce à brève ou moyenne échéance, mais la dégradation nouvelle et accélérée, encore une fois, des relations entre Paris et Alger suite à l'arrestation de cet agent consulaire algérien qui manifestement est impliqué dans une affaire d'enlèvement d'un opposant algérien sur le territoire français a entraîné évidemment les expulsions réciproques de 12 agents consulaires de chacun des pays, et tout ça nous ramène à une situation qui est une situation en effet de tension, de blocage, et qui ne favorise pas évidemment une issue rapide pour Boualem Sansal. Alors Boualem Sansal aujourd'hui concrètement il est toujours détenu dans l'unité
unité carcérale de l'hôpital Mustapha, où on lui prodigue des soins, mais encore une fois, on ne sait pas quels sont les soins qui lui sont prodigués, on ne connaît pas le nom des docteurs, donc ça c'est quand même une difficulté majeure. Je rappelle, je le dis à chaque fois, que son avocat français n'a toujours pas, et n'aura vraisemblablement pas de visa, l'autorisation d'aller le voir, de se rendre en Algérie. Le comble, c'est que quand même... Vous savez que Kamel Daoud est l'objet d'un procès le 7 mai prochain, et que là, par contre, en effet, les avocats algériens pourront se rendre en France et être aidés par des avocats français pour poursuivre Kamel Daoud. Donc, vous voyez, je veux dire, dans quelle situation absolument scandaleuse et paradoxale dans laquelle nous nous retrouvons. Ensuite, le vrai sujet, c'est bien évidemment d'essayer... maintenant, au regard de ce blocage, de trouver une solution qui est une solution humanitaire. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, un homme qui a 80 ans, qui est malade, alors qui a fait appel en plus de la décision qui l'a condamné à 5 ans ferme. Le procureur a fait appel de cette décision. Au regard du droit algérien, rien n'empêche le président algérien de ne pas aller jusqu'à l'épuisement des différentes voies de recours, et il peut le gracier, si vous voulez, dans les 24 heures. Mais ils ne le feront pas, parce que tout simplement, la situation en Algérie est extrêmement compliquée aussi. Est-ce que le président, c'est ce que j'ai cru lire entre les lignes, il n'a pas totalement les mains libres. Il n'a pas totalement les mains libres. D'ailleurs, c'est une erreur vraisemblable d'Emmanuel Macron d'avoir complètement gagé sa relation avec l'Algérie depuis des années sur sa seule relation avec le président algérien Tebboune, parce que vous savez, l'Algérie c'est un régime autoritaire à propension dictatoriale, mais avec, si vous voulez, des luttes de factions qui peuvent remettre des décisions du jour au lendemain. Donc on est dans cette difficulté là. Maintenant, nous évidemment on va continuer à mobiliser autant que faire se peut pour essayer de trouver une solution rapide. Je rappelle que quand même le 16 mai prochain, ça fera 6 mois maintenant que Boualem est enfermé. Moi, ce que je note, c'est qu'en tout cas, ces derniers jours, c'est que la solution qui consistait à nous dire la diplomatie, la négociation, ça fonctionne, manifestement, force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Non. En tout cas, malgré la visite de Jean-Noël Barrot à Alger. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et je disais, on a des moments où on en parle et puis après ça retombe dans l'oubli. Donc vous êtes là, son éditeur est là pour rappeler qu'il est emprisonné, qu'il a 80 ans et qu'il est emprisonné pour des idées. Il va recevoir un prix là en Tchéquie, à Prague, un prix de la liberté d'expression qui lui sera remis le 15 mai prochain. Voilà. Commentaire. On a une grosse mobilisation internationale, quand même, du monde des écrivains et des intellectuels. Oui, mais en Algérie, ça bouge pas tellement. Non, mais en Algérie, aujourd'hui, si vous voulez, Boualem Sansal n'est pas le seul emprisonné pour ses opinions en Algérie. Non. Il y a aujourd'hui une répression qui s'abat fortement sur tout un ensemble d'intellectuels et de créateurs et de journalistes aussi. Juste, c'est pas hyper rassurant pour le niveau diplomatique de la France. Et pour les otages français en règle générale, je trouve qu'on n'est pas très très concerné, que ça soit au Quai d'Orsay, même au niveau de la présidence de la République. Alors c'est facile à dire derrière un micro, attention, parce que ça se trouve il y a des choses qui sont sans doute réalisées, en tout cas je l'espère, par les personnes compétentes. Mais force est de constater que ça fait 6 mois et qu'effectivement l'Algérie balade la France, en fait, depuis 6 mois. Ouais, Brice Sokol. Moi, juste à la marge de ce que vous avez dit, moi je voudrais souligner en fait qu'il faut sortir absolument de cette diplomatie de la relation bilatérale d'homme à homme. Je veux dire, Emmanuel Macron a installé ça depuis maintenant 10 ans avec les uns, avec les autres. Et en effet, sur la situation algérienne, ça ne fonctionne pas. À un moment, on s'était mis à dos à la fois le Maroc et l'Algérie, sur des relations purement bilatérales. Ouais. Donc je pense qu'il faut que la diplomatie reprenne, si vous voulez, un sens un peu plus classique. Et sur cette affaire-là, je pense qu'il faut aussi agir sur d'autres composantes de la vie politique algérienne, et puis d'autres composantes aussi. Il faut qu'on sorte de la relation bilatérale franco-algérienne. Je pense qu'il faut aller chercher des alliés aussi, puisque vous faites évidemment chez d'autres
partie du monde. Ouais. Voilà, je pense qu'au Proche-Orient, on peut trouver des alliés qui peuvent nous aider. Je pense que dans d'autres pays, autour du pourtour méditerranéen, on peut trouver des alliés. Il y a un sujet, si vous me permettez, avec l'Algérie, c'est que l'Algérie est beaucoup plus isolée qu'on l'imagine aujourd'hui. Il faut quand même en avoir conscience. Bien évidemment, il y a les difficultés de la relation avec la France, mais vous savez qu'avec le Sahel, l'Algérie aujourd'hui se retrouve en situation extrêmement compliquée, même avec les Russes. C'est pas aussi évident, même si les Russes sont des alliés des Algériens. Et d'ailleurs, de fait, les Algériens aujourd'hui auraient de leur propre intérêt, s'ils suivaient leur intérêt, plutôt, je veux dire, la nécessité de renégocier, disons, d'avoir une relation beaucoup plus apaisée avec la France, qui leur permettrait de sortir de cet isolement. Manifestement, c'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il y a des luttes de tendance. Il faut être clair, je veux dire, les islamistes sont quand même très présents dans l'atmosphère politique algérienne, y compris au sein du gouvernement algérien, et eux ne souhaitent pas relâcher Boualem Sansal sans des concessions fortes de la part des Français. On parlait de diplomatie, peut-être cette image du week-end, les obsèques du pape samedi matin, et cette image qui a tout d'une mise en scène du président américain face à Volodymyr Zelensky, ces deux chaises pratiquement en confession. Vous en avez pensé quoi ? L'image est belle. Après, quand on sort de la photo et du cliché, qu'est-ce qui leur sortira avec quelqu'un comme Trump qui dit quelque chose le matin et autre chose le soir avant de refaire un 180 degrés sur le lendemain. Bon, déjà, il s'est pas endormi, contrairement aux obsèques du pape. Il a réussi. Il s'est endormi. Oui, mais pendant l'échange avec Zelensky, visiblement, il a réussi à tenir éveillé. Mais enfin, on se moquait de Joe Biden, que les républicains appelaient Sleepy Joe, et de se moquer de ses gaffes. Mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'avec quelqu'un comme Donald Trump, on est sur quelqu'un dont la parole ne veut plus rien dire, à force d'être constamment versatile. On le voit sur les taxes, on le voit sur les droits de douane, on le voit sur ses relations internationales avec la Chine, avec la Russie, avec Poutine, avec Zelensky, sur absolument tout, et où il a réussi en l'espace de 3 mois à isoler les États-Unis de l'ensemble du monde et de ses alliés traditionnels, à mettre son pays dans une situation économique difficile, tendue, et à créer une instabilité et une insécurité mondiale absolument folle. Oui, non, mais je voyais des images passer sur Las Vegas qui est ville morte aujourd'hui, puisque les touristes ne viennent plus aux États-Unis. Les Canadiens, qui étaient des très très gros visiteurs de Las Vegas, ne viennent plus. La ville est désertée. Et quand même dire, Donald Trump avait dit, je vais régler le conflit en 2 jours. Qu'est-ce que fout Joe Biden ? Il l'avait dit en ces termes-là. Et l'image qu'il a donnée aux obsèques du pape était absolument lamentable, d'arriver avec ce costume bleu, de s'endormir pendant la cérémonie. Il a été interrogé hier à son retour à la descente, où il reprenait un avion, où on lui pose une question, parce que visiblement il y avait un dîner d'anniversaire. Il dit ouais, c'était super, Mélania est une super première dame, et vraiment les obsèques c'était très très beau, vraiment c'était vraiment beau, enfin comme toutes les obsèques. Enfin, Brice Sokol, peut-être un mot sur Donald Trump. Alors moi, ce qui m'a gêné dans cette séquence, en fait, c'est que c'est cette mise en scène à un moment important. Bien sûr. Nous sommes, les obsèques du pape Benoît XVI n'est pas rien. François, qui a incarné un peu cette dimension, cette valeur humaine, cette doctrine sociale de l'Église, qui a fait passer des messages tout au long. Pendant plusieurs années, qui a travaillé sur ce qu'on appelle les périphéries, qui a travaillé sur cette doctrine sociale de l'Église, qui l'a imposée, qui l'a incarnée jusqu'à son enterrement, la dernière des cérémonies. Et je trouve que ce décalage entre ce que représentait le pape François, ses valeurs, et cette mise en scène, moi, franchement, elle m'a gêné. Oui. Voilà. Oui, je sais pas. Alex, vous avez vu, vous n'avez pas suivi Si, j'ai vu, bien sûr, j'ai vu. Mise en scène. Mise en scène ou pas, au final, il faut voir les retombées que ça aura. Enfin, moi, c'est ça, pour moi, c'est ça qui va compter. Et force est de constater que on espère, en tout cas, ils annoncent une semaine. Enfin, c'est la troisième. Il a fait de la politique ou de la com, c'est quand même la vraie question. Oui, la communication, c'est de la politique à ce niveau-là. C'est de la politique à ce niveau-là. Si vous voulez, l'idée vraisemblablement qui était derrière l'intention de Trump, à mon sens, c'était aussi d'une certaine manière, vous avez rappelé son parcours très sinusoïdal sur différents sujets, c'était aussi de vouloir effacer l'image dans le bureau ovale de la Maison-Blanche où Zelensky se retrouve pris en tenaille entre Vance et Trump. Il y avait aussi de cela derrière Trump. Moi, si vous voulez, je fais très attention quand on parle de Trump, parce que
Je suis pas sûr qu'il soit fou, contrairement à ce qu'on pense. Je pense qu'il a une stratégie qui est une stratégie de mettre toujours la barre très haut pour obtenir, je veux dire, ce qu'il juge, en tout cas, indispensable pour les États-Unis. Et de ce point de vue-là, il n'est pas fondamentalement différent quand même de beaucoup de présidents américains. Sauf que lui, je veux dire, il est caricatural dans sa façon de faire. Il est, de ce point de vue-là, en effet, grossier, hors de propos, mais il y a quand même une stratégie derrière. Il y a toujours une stratégie derrière. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est totalement irrationnel, même s'il peut y avoir des signes d'irrationalité qui apparaissent dans sa communication. Juste sur ce qui... Non, mais bon, après, moi je le trouve très caricatural, mais sur ce qui est dit, c'est vrai que sur la Crimée, par exemple, le fait que c'est la première fois qu'on entend ça, que Zelensky soit prêt à abandonner la Crimée, c'est quand même une avancée majeure. Donc, une avancée, pour la fin de la guerre, j'entends. Pour la fin de la guerre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, dans l'immédiat, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas entendu jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, moi, je suis un peu d'accord avec Arnaud sur le fait que je pense pas qu'il soit si fou que ça, en fait. On verra la suite, évidemment. On se retrouve dans un instant pour parler de ce meurtre dans le Gard, dans une mosquée. Un jeune Malien assassiné de plusieurs dizaines de coups de couteau par le suspect serait un Français d'origine bosniaque qui s'est rendu hier dans un commissariat. Il s'est rendu de lui-même. On va en parler dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et ce meurtre dans une mosquée, ce meurtre terrible, assassinat avec des dizaines de coups de couteau. Le suspect Olivier A est né à Lyon. Il est de nationalité française. Il fait partie de la communauté des gens du voyage. Il est d'origine bosniaque. Alors on apprend ce matin qu'il fait partie d'une famille de 11 enfants et qu'il était au RSA. On va apprendre un petit peu plus peut-être de ses motivations, mais c'est vrai qu'on a vu le tour politique qui a pris très très vite cette affaire. La gauche dénonce ce matin le 2 poids 2 mesures de Bruno Retailleau. Ils estiment qu'il n'est pas allé assez vite sur les lieux du meurtre et il dit que quand on a affaire à un crime antisémite ou à un crime contre un musulman, les actes antisémites progressent et qu'il n'a pas la même réaction. L'aspect politique quand même, on a vu comment la France Insoumise s'est emparée du sujet, comment ils ont appelé à une manifestation à 18h, comment les politiques d'une manière générale ont embrayé sur l'acte, je mets des guillemets, islamophobe puisque ce mot n'est pas correct, alors qu'on ne sait rien des motivations réelles. Il aurait prononcé des mots, effectivement, en s'attaquant à la religion. Néanmoins, on ne sait pas s'il s'agit d'un différend. Le procureur a été assez prudent et on a un Premier ministre qui nous parle d'islamophobie. Sur la récupération politique. Oui, alors, je laisse François Bayrou, je veux dire, à la liberté de ses propos. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, je veux dire, il y a le temps de l'enquête, il faut rester extrêmement prudent, mais une fois de plus, on se rend compte que malheureusement, comme souvent d'ailleurs dans ce genre d'affaires, le parasitage politique arrive très rapidement avant que l'enquête ait quelque part progressé. Et ce qu'on a vu hier, en effet, je crois que c'était Place de la République. C'est une manifestation qui avait une intention d'instrumentalisation de l'événement qui est assez évidente. Mais ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que au sein même de la gauche, manifestement, l'unité n'était pas la chose du monde la mieux partagée, y compris dans une manifestation qui se veut solidaire et entre guillemets digne, puisque on a vu Jérôme Guedj se faire abondamment insulter sur place, sans d'ailleurs qu'un certain nombre de ses camarades socialistes ne quittent la manifestation avec lui. Donc ce qui pose un vrai problème, je pense. Voilà. Alors écoutez la réponse de Bruno Retailleau ce matin. Moi, je suis frappé parce que j'ai entendu les critiques de l'extrême gauche, notamment des Insoumis. Je suis frappé par le contraste que j'ai perçu entre l'extraordinaire dignité des représentants des Français musulmans que j'ai rencontrés tout à l'heure. Ils m'ont pas reproché d'être venus trop tard d'ailleurs. Et l'indignité de LFI, qui une fois de plus instrumentalise, parce que on voit bien que eux font 2 poids 2 mesures. D'ailleurs, ils n'avaient pas fait après Mulhouse et d'autres attentats
terroristes islamistes, quoi que je sache, un certain nombre de manifestations. Ils choisissent leur cause. Oui. Alors, une auditrice me signale à juste titre qu'il ne pouvait pas toucher le RSA puisque c'est à partir de 25 ans et qu'il n'a que 20 ans. Donc, information erronée, 21 ans. Oui, réaction peut-être sur cette récupération politique qui est indigne de toute façon, quoi qu'il se passe quand il y a un événement comme celui-là. Déjà, redire ma compassion et mon soutien à la famille, aux amis, aux proches, à une communauté qui est religieuse, qui est en deuil aujourd'hui. Après, on le voit avec ce que dit votre auditrice. Surréagir dans l'immédiateté, c'est faire de la manœuvre politique, c'est faire de la manipulation politique, c'est totalement indigne. On saura dans les 24 à 48 heures qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelles étaient les motivations, quel était le parcours, quel était le profil de l'assassin, qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne le sait pas. Et on a Monsieur Mélenchon et LFI qui, au lieu de se contenter de faire part de leur solidarité, de leur compassion, cherchent à faire de la récupération politique pour aller taper sur le ministre de l'Intérieur, mais au-delà de ça, pour aller essayer encore une fois de casser, de cliver ce pays entre les communautés, entre les religions, en disant nous on est les défenseurs des musulmans et tous les autres sont contre les musulmans. Mais c'est absolument scandaleux. C'est une logique, une tentative de fracturation de l'unité républicaine. Si effectivement c'est un acte anti-musulman, c'est un acte islamophobe, on le saura dans 24 ou 48 heures. Il sera temps alors de le faire. Le faire de la façon dont ça a été fait par M. Mélenchon, c'est indigne. Et au-delà de ça, ne pas condamner les attaques dont a fait l'objet Jérôme Guedj, et il a fait l'objet de ces attaques aussi en raison de son appartenance religieuse. On voit à quel point tout cela est indigne et à quel point aujourd'hui M. Mélenchon et LFI sont un danger pour la République parce que leur seul objectif c'est de casser ce pays en s'appuyant sur une communauté contre les autres. Oui, Alex. Mais d'abord, la violence de l'acte, pour commencer. Parce que je pense qu'il y a un homme qui a été assassiné de dizaines de coups de couteau vendredi dans une mosquée en France. Il faut quand même mettre ça en perspective. L'acte est d'une violence inouïe dans un lieu de culte. Moi vraiment, je suis assez terrifié, comme je l'ai été auparavant quand ça concernait la communauté juive, quand ça avait concerné le père Hamel qui s'était fait égorger. Là, je suis terrifié sur le fait qu'on puisse tuer quelqu'un dans son lieu de culte au moment de sa prière. Mais vraiment, c'est hyper sincère. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la récupération, et je pense à Boubacar et à sa famille, à la communauté musulmane française très fortement. La deuxième des choses, c'est sur la récupération politique. Vraiment en venant, Valérie, je savais que vous alliez en parler, je savais même pas si j'avais envie de le commenter. Parce que je trouve que les images hier de Jean-Luc Mélenchon sur la place de la République devant 1000 personnes, elles parlent d'elles-mêmes en fait. Elles sonnent tellement fausses. Mais tellement, et quand vous regardez, on a le droit de l'avoir, enfin c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on peut avoir de la compassion, on a de la compassion sur ce qui s'est passé, mais effectivement il y a le temps de l'enquête, et souvent dans notre pays en ce moment, l'émotion prend le dessus, mais c'est trop grave en fait, on parle de faits trop graves pour faire en sorte que l'émotion prenne le dessus, alors que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été comme ça. Et comme je savais qu'on allait en parler, je me suis interpellé en allant regarder les messages qu'avait partagé Jean-Luc Mélenchon au moment d'autres actes qui pouvaient être soit antisémites, soit sur les dernières tueries. Les prêtres. Prêtres, mais même ce qui s'était passé ces derniers jours. Allez les voir. Il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est que c'est pas du tout les mêmes termes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les mêmes termes qui sont employés par Jean-Luc Mélenchon. Rappelez-vous cette histoire malheureuse de cette jeune fille de 12 ans qui s'était fait violer à Courbevoie parce qu'elle elle était juive. D'abord, Jean-Luc Mélenchon n'était venu à aucune manifestation. Et quand vous regardez son message s'adressait d'abord aux victimes de violences sexuelles avant de s'adresser aux victimes de la communauté juive. Alors que là, quand vous regardez le message qui a été adressé dès vendredi ou samedi par Jean-Luc Mélenchon, et moi je pense que c'est un acte anti-musulman, donc ce qu'il fait et ce qu'il nomme, il dit un musulman a été tué. C'est la première des choses. Donc effectivement, on catalogue les gens selon leur appartenance religieuse, selon leur appartenance sociale à la France insoumise. Et pour terminer avec ce qui s'est passé sur Jérôme Guedj hier, ça vient conclure tout ce qu'on vient de dire. Et je vous engage à regarder le complément d'enquête qui a été diffusé jeudi soir sur France 2, sur la France insoumise, où on nous explique la relation entre Jérôme Guedj et Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon et où très clairement Jean-Luc Mélenchon nomme Jérôme Guedj et s'en prend à lui pour son appartenance religieuse. Oui, mais juste un point, mais Mélenchon est un communautaire et il s'assume comme tel aujourd'hui, clairement. Oui, sauf Donc, que malheureusement, c'est la réalité de la situation dans laquelle on se retrouve. Mais si vous voulez, il est communautaire, mais il y a d'autres responsables politiques qui, en France, ont aussi, malgré tout, amené à cette situation de communautarisation et d'hyper-communautarisation de la société française, y compris à gauche, en l'occurrence. Parce que, finalement, j'allais dire, Jean-Luc Mélenchon prend le parti d'une évolution de la gauche qui, sur ces questions-là, a malheureusement commencé avec le Parti Socialiste dès les années 2000. On l'a oublié, mais c'est la réalité. Et je dirais qu'il est peut-être, au moins, j'allais dire, le plus logique dans, j'allais dire, la déclinaison de ce logiciel aujourd'hui. Oui. Même si c'est condamnable et absolument regrettable. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon le 21 novembre 2015. Je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. Oui, mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant, sauf que comment est-ce qu'on change à ce point-là quand il a parlé aussi, quand il parlait du voile à l'époque. Il a fait pour des raisons électorales, ça tout le monde le sait. Rappelez-vous. Et au-delà, ce qui est très inquiétant de tout ça, c'est aussi ce collaborateur parlementaire dont le nom m'échappe. Richie Thibault, c'est ça, dont le nom m'échappe exactement, qui hier appelle à créer des milices et constitution de groupes de combat. Alors ce matin, Laurent Nunez, chez nos confrères d'Europe 1 de CNews, a dit qu'il ne porterait plainte, qu'il ne laisserait pas passer, mais il appelait et il a clairement aussi remis une cible dans le dos de nos confrères journalistes du groupe Bolloré en disant que c'était à cause d'eux que ce meurtre avait été commis. Et il est interdit de l'Assemblée nationale de la part de la présidente Yael Braun-Pivet. Il en fait un scandale d'État en disant que c'est la première fois que ça arrive. Mais excusez-moi, mais en tenant ce genre de propos, en appelant à créer des milices de défense, d'autodéfense dans notre pays, c'est heureusement que quelqu'un comme ça est interdit d'Assemblée nationale en tant que collaborateur parlementaire. Brice Sokol, sur la séquence. Moi, sur la séquence, en fait, je suis comme vous, je suis un peu aller rechercher les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et des LFI. Vous vous souvenez, l'attaque contre la mosquée de Bayonne en 2019, où deux Français d'origine musulmane avaient été attaqués. De confession, pas d'origine. De confession. La sémantique de Mélenchon avait été la même, toujours. Et là, dans ce cas-là aussi, le parquet national antiterroriste ne s'était pas saisi de l'affaire. Voilà. Et je relisais ce qu'avait dit Yves Trévic à l'époque. Il disait la définition juridique date de 1986, une époque où le terrorisme incluait la notion d'organisation ayant généralement un but politique. Donc là aussi, il faut prendre son temps. Il y a le temps de l'émotion, il y a le temps de l'enquête. Et moi, je pense que Bruno Retailleau a été parfaitement dans son rôle. Je pense qu'il s'est exprimé très rapidement sur le sujet. Il s'est déplacé. Il a mis plus de 70 policiers, enquêteurs, sur cette affaire. Et je pense que la première des satisfactions est que le fugitif se soit dénoncé, en tout cas a été arrêté. Voilà. Ça c'est la première des satisfactions. Il faut juste noter, les responsables de la mosquée où ce drame atroce s'est produit ont manifestement pris leur distance avec l'initiative de la France Insoumise, ce qui en dit long quand même aussi. Oui, Brice, oui. Non, voilà ce que je veux dire, mais la récupération sous couvert d'islamophobie de cet acte odieux est dans la tradition d'LFI. Comme le dit justement M. Douguin-Clément, ils sont dans cette logique de casser la cohésion nationale. Oui. Cassé. On l'a vu après les événements du 7 octobre, on l'a vu lors de la campagne des Européennes, qui a été une campagne menée uniquement sur le conflit israélo-palestinien. On l'a vu lors des législatives. Il y a un moment où une partie de la gauche doit se réveiller et doit se dissocier des LFI. C'est un des enjeux du congrès du Parti Socialiste. Hier, Boris Vallaud était à cette manifestation. Absolument. Il y est resté malgré l'exfiltration de... Il y a vraiment une nécessité de Jérôme Guedj pour une partie de la gauche de clarification vis-à-vis des LFI. Mais est-ce qu'ils ont envie? Je me permets juste une incise. Vous savez, la gauche n'a pas voté. On parlait tout à l'heure de Bolem-Sansal, la proposition de résolution de Constance Le Grip devant la Commission des Affaires étrangères. C'est-à-dire, et que le Parti Socialiste s'est abstenu. Donc en effet, il y a une clarification qui engage, à mon avis, l'ensemble de la gauche aujourd'hui sur ces sujets-là. Il y a une forme de lâcheté du PS aujourd'hui. Moi, je pense que le PS, y compris quand on parle de Boris Vallaud, du premier secrétaire actuel, le restera-t-il d'Olivier Faure,
n'ont strictement rien à voir idéologiquement avec LFI, avec ce communautarisme religieux, avec cette volonté de casser la République. Mais il y a eu une lâcheté, parce que s'assumer, couper le cordon ombilical, ça veut dire, en cas de législative anticipée, risquer de perdre des députés, ça veut dire risquer de perdre des communes dans un an. Et on est aujourd'hui sur un parti qui est devenu le supplétif d'un parti d'extrême gauche. À gauche, il y a toujours eu des accords entre les modérés et les extrêmes et les extrémistes. Mais la différence, c'est que pendant des années, le barycentre était social-démocrate. Aujourd'hui, ceux qui portent le lead à gauche, c'est des extrêmes, c'est des gens qui n'ont de républicains absolument rien. Et on a les modérés de gauche qui, par lâcheté, laissent faire, soutiennent et permettent. Ouais. Oui, en fait, toute la dialectique de l'extrême gauche a pour objectif de nous faire confondre la lutte contre l'islamisme politique et le séparatisme, contre la lutte, contre une lutte générale à l'égard des musulmans, ce qui est faux. Aujourd'hui, la République lutte contre l'islamisme politique. L'islam politique. L'islam politique que rejette une majorité de musulmans de France. Absolument. Mais c'est là il faut bien le dire et le redire. C'est là le piège, c'est qu'on confond islam et musulmans et qu'il y a cette espèce Ils cherchent cette confusion-là. Absolument, c'est eux qui cherchent cette confusion. Et il faut nous continuer à clarifier ce sujet-là. C'est comme l'emploi du mot islamophobie. On sait d'où il vient ce mot. Inventé par les frères musulmans. Par les frères musulmans en Iran. Voilà. Donc pour justement créer cette confusion et faire une forme d'amalgame entre les deux. Non, mais ça veut dire que la France insoumise reprend la sémantique frériste. Mais c'est pas les seuls. Vous voyez que le Premier ministre hier emploie ce terme aussi, mais malheureusement... Sachant qu'il y a un sondage qui est sorti hier, vous l'avez vu, plus de 85% des Français de droite et de gauche sont contre les frères musulmans. Oui, bien sûr. Oui, c'était clair. Mais sauf que ce qu'explique assez bien Florence Bergeau-Blaclair, c'est que ça ne veut rien... Enfin, les frères musulmans ont été interdits en Jordanie, mais c'est une hydre. C'est là où... C'est une idéologie. C'est comme si on avait dit on va interdire le communisme. C'est là où le rôle de l'État est important. On va interdire Lénine ou Staline. Bien sûr, mais c'est là où le rôle de l'État est important et que cette politique contre l'islamisme radical soit incarnée. Ouais. On est à un an des élections municipales. Vous pouvez avoir le risque d'avoir des listes communautaires et le rôle de l'État, c'est de contrôler les listes communautaires, les éventuelles listes communautaires et contrôler les personnalités qui sont sur ces listes-là. Ça, c'est le rôle de l'État. On va y revenir dans un instant et je vous donnerai la parole, Jean-Philippe Dugouin-Clément. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous continuons, Jean-Philippe Dugouin-Clément, interrompu par la pub. On parlait de ces listes communautaires qui risquent d'apparaître au moment des prochaines municipales. Et puis de la volonté politique de l'État de mettre fin, en fait, à cet entrisme des frères musulmans et de cet islam politique. En fait, des listes communautaires, il y en a toujours eu depuis des années dans des quartiers populaires, dans des villes populaires. On voit des listes communautaires en général qui font entre 3 à 5-6%. Il y a eu quelques exceptions en Ile-de-France ou ailleurs lors des dernières municipales avec la question qui était, c'était pas de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, c'était communautaire ou non communautaire. Et en fait, moi, ma très grande peur, c'est de voir que ces listes communautaires, elles vont être récupérées, organisées par la France Insoumise. C'est un peu ce qu'on a eu à Villeneuve-Saint-Georges. Quand on prend la composition de la liste de Monsieur Boyard, sur sa liste, il y avait des personnes qui avaient un discours communautariste, antisémite, de haine, qui n'avait strictement rien à faire dans le champ républicain. Et pour monter des listes dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de départements, LFI va s'appuyer sur ces mouvances communautaires. Oui, Alex. C'est d'autant plus important ce qu'on est en train de raconter que les prochaines élections municipales, je pense, vont être les élections les plus importantes de ces 10 dernières années. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que un mandat municipal, c'est 6 ans.
là, de fait, on le sait, le mandat municipal va durer plus longtemps. Il va durer au moins 7 ans, puisque vous allez avoir les élections en 2026 et que en 2032 vous avez la présidentielle, ce qui fait qu'on ne pourra pas voter 2 fois à même période, même année. Donc ils vont au moins décaler l'élection municipale à 2033, au moins, peut-être même 2034. Ce qui fait, si c'est sûr et certain. Et ce qui fait, non, ça fait beaucoup. C'est énorme. Ça veut dire que vous avez le temps d'installer vraiment un conseil municipal, que les listes vont être primordiales, qu'elles vont être travaillées, qu'elles sont travaillées dès maintenant, avec cette perspective-là de se dire, on a 7-8 ans pour faire et appliquer notre programme et installer une majorité municipale dans nos villes. Et c'est très important, vraiment. Oui. Non, mais je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est qu'il y a une volonté de communautarisation d'une partie de la gauche qui s'appuie en effet sur un électorat, sur des clientèles. Et en plus, ce qu'il y a de terrible avec eux, c'est que finalement, ils renoncent complètement au logiciel universaliste qui était quand même celui de la gauche historiquement, pour assigner les gens à leurs origines. C'est-à-dire que c'est totalement à contre-courant de leur propre histoire en la matière. Après, il y a quand même un exemple qui est pas très loin, on parlait de Roubaix, mais qui est de l'autre côté, la Belgique. Il suffit de voir ce qui se passe en Wallonie notamment. Et je crois que là, en effet, il y a une inquiétude à avoir. L'autre risque que moi je vois à l'approche des élections municipales, c'est que une partie de la gauche, et les filles en particulier, cherchent, comme ils ont fait pour les élections européennes et les élections législatives, d'internationaliser le scrutin. Si le conflit israélo-palestinien se poursuit, ils vont tenter de jouer encore une fois là-dessus. Donc pour la première fois peut-être dans l'histoire de la Ve République, on pourrait avoir un impact du contexte international sur des élections locales. C'est ce que nous sommes en train d'analyser avec Frédéric en ce moment. Mais hier, à la manifestation, il a fallu même pas 5 minutes pour que la Palestine revienne, s'invite dans cette manifestation. Alors après, vous parlez tout à l'heure de Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, ça n'a pas marché. La stratégie, je veux dire, n'a pas fonctionné à Villeneuve-Saint-Georges. Non, mais ça a permis à M. Boyard d'être en tête de la gauche au premier tour, d'être battu au deuxième, mais avec 35 à 40% de participation. Donc sur des participations plus fortes, en fonction des mouvements qu'il y aura. Puis Villeneuve-Saint-Georges, c'est une commune de 40 000 parmi des dizaines d'autres. Quand on prend la réalité de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, et notamment de beaucoup de communes qui sont dirigées par le PS, ce qui d'ailleurs montre à quel point la lâcheté du PS est absolument folle, parce que LFI est en train de préparer des listes, de leur monter des listes. Prenez sur des communes un peu plus importantes, Montpellier. Enfin, quand vous avez des militants LFI qui se promènent avec des pancartes de la fosse avec 2 S de SS, on est sur... si vous voulez, le communautarisme, des listes communautaires, il y en a toujours eu. Mais elles étaient désorganisées. Ce que cherche à faire LFI, c'est à organiser le mouvement pour essayer de s'en emparer. Et qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, à la limite, je pense que ça n'est même pas le sujet de Jean-Luc Mélenchon. Le sujet de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'éliminer le reste de la gauche au municipal pour être le seul en piste en 2027. S'il gagne, tant mieux. Mais y compris s'il ne gagne pas, s'il fait perdre des communes au PS, il s'en fiche. C'est pour ça que la position de lâcheté, de soumission du PS est totalement incompréhensible. C'est la thèse de Coquerel. Mais il va falloir à un moment donné que le Parti Socialiste s'exprime aussi. Et se place, non mais clairement, c'est parce que il y a eu la NUP, après il y a eu le nouveau Front Populaire. La prochaine étape, c'est quoi? C'est, rappelez-vous, au mois de juin, on disait mais jamais ils referont alliance. Et puis après, ça a éclaté. Et là, on est en train de dire depuis quelques jours, ils vont peut-être refaire alliance. Ça veut dire que c'est la fin du Parti Socialiste. Moi, je voudrais rappeler juste en conclusion, peut-être que l'État a vraiment un rôle à jouer. Je vais encore prendre un autre exemple qui n'est pas l'exemple des élections municipales. Vous prenez l'exemple de l'université. Vous prenez ce qui s'est passé à l'événement de Lyon 2. Il y a une présidente d'université. On a, si j'ai bonne mémoire, l'université est toujours un peu sous tutelle de l'État. Ce sont des établissements publics. Je n'ai pas entendu le ou la ministre en charge de l'enseignement supérieur s'exprimer. L'État a un rôle à jouer, là aussi. Dans ce domaine-là. Mais il y a de la lâcheté, il y a de la peur, il y a beaucoup de choses, non, dans ce... Ah oui, complètement. C'est vrai que moi je suis choqué par le fait que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas plus soutenu, Monsieur Baptiste, Philippe Baptiste n'est pas soutenu en l'occurrence, n'est pas soutenu en l'occurrence de manière explicite cet enseignant qui a quand même été interdit de cours par une camarilla d'étudiants politisés et d'extrême gauche. Voilà, bon, c'est une
réalité. Oui, mais c'est dans tous les pans de la société. Ça veut dire qu'on recule. C'est ça, c'est qu'on on recule partout et qu'il faut un État ferme sur cette conquête, sur lesquelles les Algériens qui ont quitté l'Algérie alertent depuis longtemps sur ce qui est en train de se passer. Ils alertent depuis une vingtaine d'années en disant regardez ce qui s'est passé en Algérie, vous allez avoir la même chose et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire l'arrivée par la société de cet islam politique qui s'infiltre partout. Ce que dit Florence Bergeau-Blaclair, entre autres. Hein. Quand Gabriel Attal fait voter la loi contre l'abaya, est-ce qu'il est islamophobe ? Non. Non, il n'est pas islamophobe. Il fait appliquer les valeurs républicaines. Ouais. Voilà, dans l'école. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut bien travailler sur ces nuances-là. Et ce terme, comme vous, me gêne. Oui, ce terme ne devrait pas être employé. Quand on voit que le Premier ministre lui-même l'emploie, on peut s'interroger. Mais la stratégie de Mélenchon, c'est tout simplement d'aller chercher l'électorat qu'il considère manquant pour accéder au second tour de l'élection présidentielle. Et il va le chercher, enfin en tout cas c'était la thèse de Coquerel, il va le chercher dans un certain nombre de quartiers. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il ne va pas perdre la base de son électorat? Parce que si tel est le cas, peut-être. Oui. Non, mais s'il la perd pas, il aura validé sa stratégie. Et force est de constater que sur les dernières européennes, un peu moins les législatives avec l'Alliance, ça fonctionne. Parce qu'il est en permanence en hausse. Ben ça fonctionne au présidentiel d'abord. Oui, au présidentiel ça a fonctionné, effectivement. Voilà. Il est en hausse sur les 3 élections. Il est pas loin. Et aux européennes, il a progressé sur les 3 dernières élections aussi. Pour qu'il perde cette influence, il faudrait un parti socialiste fort. Un parti social-démocrate, de nouveau, qui ait des vraies valeurs universelles et républicaines, incarné et qui s'impose sur la scène nationale. Mais voilà. Je suis désolé, mais c'est l'enjeu. On doit faire une analyse politique et essayer d'être objectif. Il n'existe plus. Non, mais il faut être objectif. Peut-être que c'est ce que certains Français veulent entendre aussi. Et on peut pas juste dire qu'il faut qu'ils perdent ou qu'ils perdent pas ou qu'ils gagnent, qu'il ait une influence. Si ils trouvent un écho, c'est que dans la société française, il y a des gens qui veulent voter pour ces idées-là. Voilà. Et donc, par conséquent, le Parti socialiste dont on parle depuis tout à l'heure, qui ne prend pas sa place, ou en tout cas, nous, on juge, pour certains, qu'il ne prend pas sa place ou qu'il ne dit pas ce qu'il a à dire, fait aussi de la politique en appliquant cette doctrine-là. Donc, je pense qu'on est face à une impasse, en réalité. Pour ceux qui ne comprennent pas les idées de la France insoumise, on est face à une impasse parce que ces idées, elles sont acceptées par une partie de la population et elles sont même, elles sont même revendiquées par d'autres, malheureusement. Jean-Philippe. Jean-Luc Mélenchon parle à une partie de la population. Après, il y a 2 façons de voir la politique. Soit c'est de se dire, on prend le sens du vent, on essaye de sentir ce qui est un mouvement d'époque et de gagner un électorat dessus. Soit c'est de considérer qu'on façonne des idées, qu'on façonne ce qu'on est. Et moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, cherche à prendre le sens du vent, que le défaut, la faiblesse, la carence des autres formations politiques, c'est de ne pas agir, c'est de ne pas parler. Quand on parle de la question de... Quand on ose utiliser le mot d'islamophobie en France, enfin, on est dans un pays où on présente aux musulmans la laïcité comme quelque chose qui est aliénant. Alors que la laïcité fait que dans ce pays, en France, c'est un des seuls pays dans le monde où, quelle que soit votre religion, quel que soit votre culte, quel que soit que vous soyez musulman, d'ailleurs chiite ou sunnite, que vous soyez juif, catholique, bouddhiste, orthodoxe, ce que vous voulez, vous pouvez pratiquer votre culte sans être en danger, sans être sanctionné, sans être mis à l'écart, sans être maltraité. Et je pense que l'un des sujets qu'on a aujourd'hui, c'est aussi d'expliquer que la République française, elle protège les cultes, elle protège tous les cultes, que la laïcité, elle protège tous les cultes, et on n'explique pas ça. Non. On laisse monsieur Mélenchon et ses séides expliquer à une partie de la communauté qu'elle est maltraitée, qu'elle est mal aimée. Et dans la série, Ségolène Royal qui expliquait chez nos confrères de BFM que le mot islamophobie vient de phobos du grec, et donc que c'est pas les islamistes qui ont inventé ce mot. Bref, faut qu'elle lise le livre de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des extrêmes. Allez, tout de suite, c'est Maxime Liédo qui sera là toute la semaine à la place, qui remplace notre ami André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.